Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Merci d'être présent à tout le monde. Je suis ravi d'animer cette deuxième conférence pour ma part de la journée, avec en plus deux grands noms du secteur de la restauration. Et je suis ravi d'être à leur côté. On a donc Kevin Moffret pour Deliveroo, un des acteurs clés de la livraison en France. Et il est directeur commercial. Et on a Norman Colton, hein, ouais. Colton. Comme vous voulez. À la française ou à l'anglaise. Vous êtes fondateur de Street Bangkok, le nom est à l'anglaise, donc voilà. Et donc vous êtes à vos côtés, vous êtes venu rejoindre l'équipe pour partager l'expérience. Exactement. De Street Bangkok, je suis directeur Street Bangkok digital. également. Directeur digital et le fondateur Norman, avec donc une thématique, un regard croisé entre restaurateurs et acteurs de la livraison. Regard croisé sur la révolution de cette livraison, comment ça perturbe l'univers et quels sont les nouveaux défis, les nouveaux enjeux d'aujourd'hui et de demain pour l'ensemble de la restauration. Alors avant toute chose, Deliveroo, vous qui avez beaucoup de data et qui avez énormément travaillé ces 2 dernières années, je pense, avec la croissance et la montée de la livraison, les fermetures, etc. Quel bilan vous dressez de ces 2 dernières années ou plus, en tout cas de l'évolution de la restauration ces dernières années et aujourd'hui, quel est l'état des lieux, quel vent vous voyez arriver? Est-ce que la livraison s'essouffle, repart? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez partager en termes de data déjà sur l'évolution de la livraison en France? Bonjour tout le monde. Je pense que pour celles et ceux qui ont décidé de venir à la dernière session, on va pouvoir partager énormément de choses. Ça va être des secrets, on les donne que pour vous. Voilà, les fidèles, on les traite toujours bien. Je pense aussi bien chez Norman que chez Deliveroo. Pour parler de l'état de la livraison, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. La première chose, je vais vous donner quelques chiffres clés un peu pour mettre un curseur. Avant la crise sanitaire, je ne dis pas qu'elle est terminée totalement, on avait 12 000 restaurants sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a plus de 26 000 restaurants partenaires sur la plateforme. Donc, c'est déjà un premier indicateur important. Un deuxième indicateur qu'on peut partager, c'est dans les chiffres qu'on a publiés à l'échelle internationale. On opère aujourd'hui dans 12 pays. On a fait 300 millions de commandes en 2021, une croissance de 72% par rapport à l'année précédente, qui sont des chiffres quand même importants, intéressants à mettre en perspective pour répondre à ce sujet qui est clé sur la livraison, son évolution de manière macro et de façon un peu plus micro sur la France. Ce qu'on voit sur la France plus précisément, alors je ne rentre peut-être pas dans les chiffres et dans la data, c'est on voit des nouveaux concepts qui apparaissent, on voit des nouvelles demandes, des nouvelles tendances qui apparaissent. Historiquement, sur les pics de consommation, où on était très déjeuner, dîner, et là on est beaucoup plus lissé dans la journée. C'est intéressant. Il y a aussi l'apparition du télétravail qui fait changer un peu les modes de consommation. Il y a le dimanche qui était historiquement le plus haut jour de consommation, qui reste un fort jour de consommation, mais qui a été dépassé par le vendredi, parce qu'on veut se faire plaisir en fin de semaine. Et puis, il y a ce nouveau business, on entend beaucoup parler de la livraison de courses. Alors, ultra rapide parce qu'on veut faire péter les compteurs à 10 minutes. Parfois, certaines marques veulent vraiment aller à la course à l'échalote. Ce n'est pas trop la volonté, parce que je ne pense pas qu'un consommateur souhaite être livré en 10 minutes. Mais c'est un réel segment, il y a un réel besoin de pouvoir se faire livrer des courses d'appoint. On n'est pas sur le panier de la semaine pour la famille, on est vraiment sur l'apéro, sur des items bien spécifiques, entre 6 à 8 items dans un panier, qui est une nouvelle tendance qu'on a vu apparaître ces derniers mois. Vous avez, à votre niveau de restaurateur, quel regard sur l'évolution de la livraison, justement, avec le Covid, et comment vous avez fait évoluer ça ou pas dans votre entreprise ces 2 dernières années? Vous avez pris le virage ou c'était déjà pris ou... Déjà, bonjour à tous. Je pense qu'on est une enseigne qui est née avec la livraison. On est né il y a 6 ans maintenant, en 2015, même presque 7 ans. On est né avec la première plateforme. Bon, c'était pas vous, mais Take It Easy. Donc, on a déjà construit notre business model, je pense à l'époque, sur un business model de livraison. Même si c'était pas aussi développé que maintenant, mais on était sur un modèle où finalement le client sur place, à emporter ou en livraison, on le servait pareil, sous une même ligne. Il n'y avait pas de différenciation de flux. Donc on est né avec. Forcément, pendant le Covid, ça a été la folie. Pour être tout à fait franc, je crois qu'on a fait des chiffres d'affaires plus hauts
que normalement pendant le Covid. Voilà. Après Covid, on retrouve quand même une livraison qui est assez stable, assez forte. Je pense que la livraison ou les plateformes ont changé notre business model sans qu'on s'en rende vraiment compte, mais ça a commencé avec une vingtaine de pourcents de notre chiffre d'affaires, puis forcément pendant le Covid, ça a grimpé et ça reste. Ça reste. Je pense que le modèle est ancré chez le consommateur, surtout sur des soirées comme le vendredi, le dimanche. Nous aussi, on sait que le dimanche, il faut être prêt à recevoir toutes les commandes. Mais on voit, oui, ça fait partie du business model. Et il a fallu qu'on change aussi notre business model. Dans la conférence d'avant, il parlait du PNL. Aussi, ça a eu un bouleversement dans notre PNL d'avoir ce modèle. Mais ça a été aussi un gain parce que je pense qu'aujourd'hui, les restaurants, ils sont plus limités à un chiffre d'affaires qui est lié à un nombre de places assises, mais un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus large, finalement, que leurs propres ressources. Donc aussi, ça a été une révolution pour nous, parce que comment on produit de la nourriture face à un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important. Comment on stocke, comment on achemine, etc. Mais effectivement, un gros changement. Il y a eu une petite baisse quand même à la réouverture de tous les restaurants, je pense classique, mais on maintient quand même quelque chose d'assez fort. Et rappelez-nous votre groupe, du coup, Street Bangkok, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est combien de restaurants et quel type de restauration ? Alors, comme son nom indique, on est un groupe du sud-est asiatique, thaïlandais. On a 8 restaurants aujourd'hui à Paris. Et on a une marque qui s'appelle Street Bangkok avec 3 déclinaisons. Donc une rôtisserie asiatique. On a un segment qui est le Fried Temple autour de tout ce qui est fried chicken, etc. Et on a une autre thématique Thai Market autour de tout ce qui est stir fry, donc les plats au wok, les grillades et les salades. Donc on couvre un peu l'étendue de la cuisine thaïlandaise. Tout ça est adapté de la même manière à la livraison ou sur certaines enseignes, vous voyez qu'il y a ça fonctionne non, plus que d'autres ? c'est assez similaire. Alors après, ce qui est drôle, c'est qu'en fonction de la semaine, on va avoir des marques qui vont marcher mieux le début de semaine et des marques qui vont marcher mieux en fin de semaine. Sur le fried chicken, on sent tous que les gens ils ont un peu moins de sentiment à manger du poulet frit le dimanche. Et on sent que sur des débuts de semaine, on va être plus sur des plats un peu plus light, on va dire des plats sautés, des salades, etc. Donc c'est assez drôle de voir finalement. Peut-être Mathieu, tu peux confirmer. Oui, complètement. Et puis pour revenir sur ce que disait Kevin, en fait, Street Bangkok s'est fait connaître grâce à la livraison, encore plus grâce à la livraison, parce que l'exposition et la puissance marketing des plateformes font que on s'est fait beaucoup connaître par ce biais-là. Et ce qui est du coup aujourd'hui compliqué, c'est que quand la livraison est arrivée, c'était un plus pour le restaurant, c'était un nouveau canal avec un nouveau moyen de se développer. Après, c'est devenu 100% pendant le Covid des moyens de distribution. Aujourd'hui, on revient sur un... Voilà, ça a beaucoup baissé, mais c'est encore beaucoup là. Les gens ont complètement changé leur façon de consommer. Comme il disait, effectivement, les dimanches, les samedis maintenant sont plus très bons parce que les gens ne reviennent pas forcément sur place. Ils veulent profiter, aller dehors, se promener, faire des choses un peu différentes, sortir de Paris et choses comme ça. Le dimanche et le vendredi est devenu très très fort, ouais, effectivement, c'était inattendu. On pensait que le take-away, on s'y était habitué, et puis finalement on pensait que ça allait baisser, et on est encore bien débordé par le take-away. Ouais, on va revenir sur cette thématique takeaway. Sur les jours de la semaine, vous confirmez, donc vous avez des chiffres sur le vendredi et le dimanche, c'est vraiment... Les week-ends restent et ont toujours été importants dans le business des food tech et des agrégateurs que nous sommes. Et il y a un fort pourcentage qui vient sur le vendredi et qui a accéléré. Et il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur météorologique, climatique, qui impacte énormément. C'est vrai que depuis le début de l'année, bon, je ne parle pas de cette semaine qui a été désastreuse, mais la météo était plutôt clémente sur l'ensemble de la France. Et donc, comme tu le disais, les gens ont envie de sortir, d'aller dans les parcs et pas forcément se faire un Deliveroo ou commander sur d'autres plateformes qui peut impacter tout ça. Mais je rebondis juste sur quelque chose qui est important, je pense, c'est on a constaté nous-mêmes, sur l'ensemble des pays dans lesquels on opère, une forte corrélation entre l'historique du client sur la plateforme. Donc plus le client est précurseur sur l'application, plus il a d'ancienneté, plus sa fréquence d'achat
augmente. Et donc ça, c'est un signal pour valider ce qui a peut-être été dit avant dans les autres conférences, que les clients existants qui ont goûté à ce service pendant la crise sanitaire, qui a été un accélérateur, restent sur les plateformes. Et il y a toujours une galaxie, une étendue de nouveaux clients à aller chercher. Vous seriez surpris de voir, la couverture géographique que peut avoir un agrégateur sur la France. On est encore très très loin de couvrir les 100% des consommateurs, consommatrices françaises. Et aussi un nombre de personnes qui ne se sont pas encore mis à la livraison pour X ou Y raison. Et donc, il y a encore énormément de potentiel. Un repas sur 21 en France et des temps de la semaine est livré aujourd'hui, tout simplement. Justement, pour continuer sur le bilan et peut-être rentrer dans un peu plus de détails et de typologie, est-ce qu'il y a eu une évolution parmi vos ventes ces 2 dernières années ou là cette année sur les types de clients? Est-ce que vous voyez une clientèle qui n'était pas là, qui est arrivée, peut-être celle qui s'est retrouvée à la maison et qui n'était pas forcément smartphone, voilà. Et donc quel type de clients? Et aussi en termes de zone géographique, est-ce qu'il y a des villes où en fait la livraison était vraiment minime et a explosé, voilà. Quelles sont les grandes forces que vous voyez en termes de typologie? Alors, il y a eu une augmentation sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui que nous couvrons. Cependant, la maturité de la livraison n'est pas la même partout sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité à Paris parce que les plateformes sont d'abord arrivées, tu parlais de Take It Easy, Foodora, sont d'abord arrivées sur Paris ou dans le cœur des grandes villes françaises pour ensuite se développer dans les autres régions. Donc la maturité n'est pas encore là sur des zones, on va dire, secondaires, voire tertiaires. Et donc, tout le potentiel et un grand nombre de croissances est réellement présent là-dedans. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas présents dans l'ensemble des villes que nous couvrons. Ça peut être des villes qui sont totalement séparées et loin d'autres métropoles dans lesquelles on opère, donc de nouvelles villes, mais ça peut être aussi des extensions de zones dans lesquelles on est typiquement à Lyon et on va aller couvrir au nord de Lyon, on est à Marseille, on va aller couvrir Aubagne et même un petit peu plus loin pour aller augmenter la population qui souhaite avoir accès à ce service. En termes de segmentation de clientèle, qui était une des questions, on a senti ça sur l'ensemble de la population, que ce soit la communauté étudiante, qui a connu une forte croissance, mais aussi les familles qui étaient coincées chez elles pour commander. Et on l'a vu par quoi, en fait, ce phénomène de famille? Par ce qu'on regarde chez nous étant le nombre de personnes qui commandent par commande, en fait. Et on le décèle par nombre d'items dans la commande. Chez Norman, par exemple, il y a combien ça va revenir pardon, combien de pâtes taille sont dans la commande, et en 2 pâtes taille, on voit que ce sont des paniers beaucoup plus grands, ce qui mécaniquement, ce qu'on a constaté pendant la crise sanitaire, c'est une augmentation du panier moyen aussi. Et donc, on commande, on est plus en groupe, on est plus en famille. Et c'est vraiment un phénomène qui s'est développé parce que les plateformes mettent aussi à disposition des moyens de paiement pour pouvoir subvenir à tout ça. Je peux payer en plusieurs types de cartes ou autres pour aller chercher ces clients-là. Et les tranches d'âge, pareil, il y a eu le même engouement chez les personnes plus âgées, où ça s'arrête quand même à un certain âge, ou alors aujourd'hui on peut dire que l'ensemble de la population est au courant et a déjà été livrée. Et l'autre question, c'est sur les CSP. Est-ce que là-dessus, je ne sais pas si vous avez des infos, mais est-ce que ça concerne quand même aujourd'hui qu'une tranche de la population française qui a certains moyens, revenus, ou est-ce que finalement vous avez cité les étudiants, c'est un exemple mais les étudiants c'est un peu particulier, ils sont nés là-dedans, mais est-ce que du coup une population avec une CSP moindre dans une petite ville s'est mise à la livraison? Donc nous, il faut savoir qu'on est né un peu comme Street Bangkok en 2015, donc on a 7 ans d'existence, et qu'on est d'abord rentré dans les cœurs des villes, et donc on a d'abord parlé aux catégories socio-professionnelles qui étaient et qui résidaient. Donc ça, c'est fort dans notre ADN chez Deliveroo. Et ensuite, on a développé le maillage géographique. On est allé en petite, plus grande couronne. On a ouvert des nouvelles villes plus éloignées. On s'est éloigné des centres urbains. Et donc, ça veut dire que dans notre ADN, CSP+, reste quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé à développer notre sélection de restaurants sur des pépites de quartier, aller chercher ces petits restaurants qui parlent dans des zones ultra locales, avant d'aller chercher les grands QSR de ce monde, donc les Quick Service Restaurants, que sont les grandes marques qu'on connaît, là où notre concurrent ou notre concurrent principal en France a une approche totalement différente et à aller chercher d'abord ces gros QSR
pour avoir un meilleur maillage géographique, sans doute plus fort, parlait à une population différente aussi. On était moins CSP+, de ce côté-là, beaucoup plus étudiants. Et avec l'historique et le temps qui passe, bien sûr, les choses se resserrent par rapport à l'offre qui est mise en place sur la plateforme, l'offre, la sélection de restaurants, puisqu'aujourd'hui, les plateformes ont les grands groupes de restauration. On est beaucoup moins, selon les opérations, on est beaucoup plus à même de pouvoir générer 2-3 agrégateurs et avoir une stratégie multi-agrégateur. Et je pense que Norman, et vous pourrez en parler là-dessus. Et donc, on se dirige vraiment là-dessus. Les exceptions sont des restaurants sur lesquels on est contraint par les opérations, on est contraint par la taille de la cuisine, on est contraint par pas mal de choses et on cherche aussi à avoir une meilleure rentabilité. Et de ce fait, on va aller chercher peut-être des exclusivités pour travailler sur ce sujet. Norman, alors je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ce qu'Yann dit, mais et deuxièmement, concernant vous, votre typologie de clients, est-ce que c'est la même, est-ce que vous avez les moyens de le savoir, mais est-ce que c'est la même sur le point de vente et en livraison? Est-ce que vous voyez une petite différence justement et une évolution peut-être, puisque vous livrez bien avant la crise, depuis 2020, une évolution de cette clientèle livraison avec plus de familles, avec plus de personnes différentes, je sais pas, dans les bureaux ou dans les lieux de livraison. Est-ce qu'il y a là-dessus une analyse qui est faite chez vous? Je vais essayer d'être sympa parce qu'on en est négociation à côté. C'est difficile de connaître les clients chez Deliveroo. Nous, finalement, on n'a que le ticket de vente finalement au restaurant. Après, bien sûr, on connaît un peu nos clients parce qu'on a aussi des clients récurrents restaurants qui commandent après le soir sur Deliveroo. Je pense que ce qu'on a pu évoluer, c'est surtout les évolutions de tickets moyens dans nos restaurants. On voit aussi beaucoup de commandes familiales le week-end, ce qu'on ne voyait pas souvent avant. J'ai remarqué aussi beaucoup de précommandes, à fond avant le service. Donc on voit de plus en plus de personnes qui précommandent le matin pour le service du midi. On voit de plus en plus de commandes tôt aussi le soir. Donc de gens qui rentrent à la maison et 10-19 heures, on voit que les commandes sont placées. Donc voilà, mais après au niveau de la connaissance des clients, ce que je constate avec 2 expériences, c'est qu'il y a une clientèle très CSP+, finalement à Paris, finalement dans les quartiers Est, même un petit peu là où on est à Levallois. On a ouvert une nouvelle cuisine à Ivry, donc finalement avec des marchés émergents, parce qu'il y a beaucoup de plans d'habitation qui sont en train de se construire. Donc on a vu que ça commençait lentement, mais on voit que ça prend. Donc on voit aussi qu'il y a une nouvelle clientèle qui arrive. Alors après, c'est sûr qu'on a l'impression que sur des marques comme les nôtres, il faut targeter les offres en fonction des endroits où on va être. C'est quand même un gros sujet, je trouve, avoir un restaurant Street Bangkok centre-ville Paris et un restaurant Street Bangkok Ivry-sur-Seine. On voit que les gens ne consomment pas la même chose sur la carte. On voit qu'ils ne sont pas sur les mêmes tickets moyens. Et on voit que finalement, ça va être des gens plus réceptifs formellement à des offres ou à des packs. Je peux confirmer Mathieu. Mais c'est assez intéressant sur une même carte de voir la différence de consommation qui est complètement différente. Donc je pense que même une seule marque doit s'adapter aux zones géographiques où elle est par rapport aux consommateurs de livraison. Et notamment, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, le click and collect, vous en proposez, j'imagine, ça fait aussi partie de votre ADN, hein, la vente à emporter. Oui. C'est différent d'un point de vente à l'autre. Et comment vous la mettez en avant et comment ça se marie avec la livraison ou pas? Deliveroo, je ne sais pas si vous gérez à l'heure actuelle le click and collect, hein, je crois. On l'a lancé pendant la première vague de confinement. Ça, et on a aujourd'hui 75% des restaurants sur la plateforpe ont le click and collect activé. Maintenant, ce n'est pas le... Ils maintiennent ils maintiennent le service. Maintenant, ce n'est pas le service principal de Deliveroo qui est activé. Ça ne représente pas énormément de CA chez vous? C'est loin d'être la majorité. D'accord. Et chez vous, du coup, vous avez vu un truc changer? Ouais, justement, c'est ce que je voulais dire. Parce que je connais pas les chiffres de Deliveroo à ce niveau-là. Mais nous, on a vu une grosse tendance alors déjà, notre click and collect, depuis février, est sur des 3 chiffres en pourcentage d'augmentation chaque mois. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une nouvelle tendance, peut-être que vous ne voyez pas chez vous, mais nous on le voit chez nous, de clients Deliveroo qui font du à emporter et pas de la livraison. Alors pour nous c'est bien, pour Deliveroo c'est bien aussi, parce que voilà, mais pour nous c'est bien en tout cas parce que le client découvre le restaurant en même temps, parce qu'il vienne chercher son sac. Mais malgré tout, je pensais que du coup il resterait chez nous, mais il reste fidèle à Deliveroo du fait des moyens de paiement, du fait de la fidélité, etc. etc. Mais par contre, il teste l'expérience de rentrer, parce que nous, on a quand même aussi, depuis le Covid,
Ce qu'on veut faire, c'est refaire venir les gens quand même sur place avec une expérience client. On a fait beaucoup d'investissements dans les restaurants, etc. Mais oui, il y a cette tendance à emporter qui explose chez nous sur tous les canaux, que ça soit sur place, sur la livraison et sur notre click and collect. Ouais. Et le midi. Et de notre côté, Mathieu, nous on cherche l'omnicanalité pour répondre aux besoins des partenaires. Et ce qu'on voit, et des partenaires qui se débrouillent très bien là-dedans, c'est qu'ils vont aller dans le sac de livraison, aller donner un petit quelque chose justement aux clients pour qu'ils viennent goûter la salle en fait. Et c'est le but, c'est comment on peut accompagner l'expérience totale. Et les deux sont ultra complémentaires. Je veux découvrir Street Bangkok dans le restaurant. Ça va être une expérience totalement différente avec les décorations un peu folles et aussi pouvoir me faire plaisir quand j'ai la flemme, si c'est une question de flemme, ou quand j'ai pas le temps de cuisiner ou autre. Oui, alors la table ronde précédente avec les experts de la restauration qui étaient là disaient en effet que la livraison mordait plutôt sur la cuisine à la maison et la GMS finalement que sur l'expérience qualitative dans un restaurant ou expérientielle. Globalement, les indicateurs sont quand même ouverts aujourd'hui, donc dans la livraison et même le click and collect. Est-ce qu'il y a quand même des vents contraires, et notamment aujourd'hui, quand on parle de l'inflation liée à la guerre, quand on parle également des problèmes de recrutement chez Deliveroo, est-ce que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous sentez un frein à l'engouement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pour finir sur le bilan un peu de l'état des lieux de la livraison, avant de rentrer dans le dur aussi de la révolution, parce qu'on a d'autres nouveautés à aborder, mais sur ce sujet pur de la livraison classique. Sur la livraison classique, nous, nos projections pour la fin de l'année 2022, c'est bien évidemment une modération qui est claire. Et on ne va pas se comparer à une année où on était tous confinés. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on est comme beaucoup d'entreprises où on cherche à avoir, et ça a été clairement exprimé, une rentabilité claire sur l'ensemble des marchés dans lesquels on opère, sans divulguer des chiffres à l'échelle de la France ou ce que ça voulait dire, à horizon 2023. Donc c'est quasiment demain. Donc ça, ce sont des notions qui sont importantes pour nous dans le monde dans la livraison et de ce qu'on veut faire sur ça. Maintenant, il y a énormément de facteurs de croissance aussi qui se développent. J'ai parlé du monde des courses, on pourra en parler par la suite, qui sont très très clés pour la suite. Chez vous, peut-être pas que sur la livraison, mais sur l'activité en général, que vous sentez le poids des problématiques actuelles, qu'est notamment l'inflation? Est-ce que ça touche votre secteur et notamment la livraison, les commandes de livraison, ou pas particulièrement? Ah non, pas du tout, l'inflation. Non, je rigole. Je trouve que depuis un mois et demi, 2 mois, ça commence à être quand même un impact qui est fort. On voit des augmentations de matières premières 10-15% toutes les semaines. On ne peut pas jouer que sur les prix, parce que finalement l'élasticité, jusqu'où ça va, finalement s'il y a l'inflation pour nous, il y a aussi pour les clients. Donc est-ce qu'ils vont continuer à acheter même si on augmente les prix? C'est une vraie question. Je pense qu'une marque comme la nôtre doit être le plus agile possible, c'est-à-dire être capable de transformer ses recettes ou de changer les recettes ou de créer des nouvelles recettes avec des ingrédients forcément qui sont moins impactés par l'inflation. Je trouve qu'on est dans un moment qui est difficile pour la restauration, il ne faut pas se le cacher. Quand vous avez tout ce qui est protéines qui prend 10-15% toutes les semaines, il faut se poser des questions quant à son avenir. Quand on a vu qu'on a un restaurant qui est sur le fry et que l'huile, il fallait limite se bagarrer pour en avoir, c'est compliqué. Donc on est sur un moment où finalement on doit pouvoir aller chercher la matière première la plus abordable et en faire quelque chose. Donc c'est excitant mais un peu effrayant aussi en même temps, parce qu'on doit se dire finalement le poulet frit peut-être demain je peux plus en faire, donc qu'est-ce que je fais? Donc voilà, et surtout dans des business models où finalement on est en tension, parce que Deliveroo nous a apporté plus de chiffres qu'avant finalement, mais aussi plus de tension sur notre PNL, on va pas se le cacher. On paye des commissions qui sont justifiées pour de la livraison, etc., et pour tout le service qu'il y a derrière. Petit clin d'œil. Mais derrière, il faut quand même aussi l'augmentation des matières premières. Il y a aussi le staff, finalement, pour eux, venir s'aligner à l'inflation ou même chercher plus de salaire. Il faut qu'on soit assez créatif, je trouve, en ce moment.
pour pouvoir s'en sortir. Quelle est votre stratégie, si on reste sur la livraison d'ailleurs, depuis le début? Est-ce que vous avez exactement la même offre au même tarif? Est-ce que vous avez mis des prix spécifiques? Parce que certaines enseignes, je pense, font ça, ou font des offres dédiées à la livraison. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans cette réflexion? Comment vous abordez justement la suite de l'offre de livraison, et notamment avec ces commissions? On sait que c'est un sujet un peu tabou dans le secteur. Non, c'est pas tabou, donc vous allez donner aussi votre avis. Non, c'est justifié comme il disait, mais c'est vrai que beaucoup de restaurateurs disent c'est trop lourd. Voilà. Comment juste revenir sur un point. On a parlé d'expérience client avant. Je trouve que la restauration, enfin les restaurants comme nous, omnicanal, on a quand même une équation qui est compliquée. Dans le sens où je vais expliquer, c'est que on a notre chiffre d'affaires, 40 à 50% aujourd'hui, qui est sur la livraison. Donc finalement, on va payer sur 40% de notre chiffre d'affaires, 50% des commissions livraison. Mais derrière, on veut aussi regagner en expérience client en salle. Donc forcément, vous avez votre PNL qui est impacté par une grosse fise de livraison, mais derrière, vous dites, je veux faire de l'expérience client. L'expérience client, ça passe par quoi? Par plus de monde en salle, peut-être. Il faut aussi savoir gérer les flux, parce que quand vous avez des flux de livraison, des flux en salle, des flux takeaway, finalement, garantir une expérience client, des fois, c'est pas gagné. Vous avez un client, il arrive, il attend parfois plus longtemps parce que le manager n'a pas su gérer son plateau plutôt que le sac. Donc, c'est une équation qui est vraiment très compliquée, parce qu'on n'est pas prêt d'abandonner non plus ce flux-là, mais en même temps, on essaie de garantir un service. Et voilà, donc c'est une équation compliquée. C'est une équation compliquée. Pour revenir à l'offre avec Deliveroo et sur les autres plateformes, on a toujours parti du principe que le client payait un service finalement à la maison, et que nous aussi, on devait impacter un peu ce service et avoir des prix plus élevés en plateforme. Je pense qu'on est quand même sur un achat plus compulsif en livraison, où les gens, parfois, ce qu'on peut dire la flemme, ça se paye. Donc, on a toujours été 1 euro, 1,50 € de plus sur les prix en livraison. Après, il y a une autre chose aussi qu'on peut peut-être ramener, c'est tout ce qui est revenu management, c'est de se dire finalement de vendre en ligne des produits avec une plus grosse marge qu'en restaurant. Ça, c'est quelque chose qui peut être abordé, c'est de se dire finalement, j'ai plus de marge sur ce produit-là, est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant de le vendre principalement en ligne? Et après, il y a toute la partie gustative du produit, c'est est-ce qu'un canard laqué, c'est bon en livraison ou meilleur sur place? On se pose des questions. Mais voilà, donc nous, on a une offre différente. Je pense que plus on va avancer, plus notre offre sera un peu différente en livraison, même parfois des exclusivités de livraison, ça existe. On partira aussi avec des produits qui s'envoient plus vite en livraison que sur place. Donc voilà, donc une offre totalement... C'est des réflexions possibles. Donc avec vos autres clients, quelle est la part justement de plats un peu spécifiques ou de cartes vraiment dédiées à la livraison par rapport à l'offre classique, ou est-ce que la plupart font exactement la même chose? L'autre question, on a aussi la question des commissions, si vous voulez bien donner votre avis, votre point de vue là-dessus. Et puis peut-être du coup embrayer sur les segments, on n'en a pas trop parlé, qui chez vous aujourd'hui sont en croissance et explosent même ou pas. Qu'est-ce qui est le plus commandé aujourd'hui à travers la plateforme? Il n'y a pas de tabou, la commission n'est pas un tabou. Pour reprendre ce que tu disais, on a nous aussi une équation ultra compliquée à gérer, et je pense que c'est ça qui fait la beauté du métier dans lequel on est, c'est qu'on a en fait 4 personnes à satisfaire. C'est le partenaire restaurateur, c'est le partenaire livreur qui va aller opérer, faire la livraison, le consommateur, la consommatrice qui veut se faire un petit plaisir, et aussi nous-mêmes, la plateforme, dans cette équation économique et financière. Et je vous avais parlé de rentabilité à horizon 2023. Et donc, on veut moins de frais pour les clients, parce qu'on est dans un environnement ultra compétitif. Les restaurants veulent moins de commissions. Les livreurs veulent une meilleure rémunération par rapport au service. Et Deliveroo veut retrouver son compte. Donc c'est assez complexe si on met ça comme ça sur la table. Et donc c'est comment on peut s'assurer que tout marche et que ce soit un cercle vertueux. Et donc la commission, ce qu'il faut savoir, et pour tuer un mythe, c'est pas Deliveroo qui va se mettre cette commission dans la poche et basta. On a été sollicité, et depuis la loi L'Homme, on doit publier la rémunération que peut avoir par course ou par heure d'un partenaire livreur, 5,60 € par course en moyenne, 12,50 € à l'heure en incluant le temps d'attente dans les calculs qui ont été donnés. 5,60 €, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui tous les consommateurs, consommatrices payent 5,60 € de livraison.
Et donc, pour revenir à la fameuse commission, on parle de 30%. La fameuse commission de 30%, ce n'est pas Deliveroo purement dans cette équation-là. Après, on a aussi plusieurs business models qui sont disponibles où on fait du click and collect. On n'est pas sur ces coûts-là parce qu'on n'opère pas, on n'a pas besoin de faire la livraison qui est dessus. Si je prends un peu mes antécédents dans les plateformes de voyage, elle n'assurait pas de service, ou elle n'assure pas de service à proprement parler. C'est simplement, entre guillemets, parce que c'est un métier très compliqué, des marketplaces, il faut aller chercher le client aussi. Elles sont sur des commissions au-delà de ça pour le simple service, si je compare au click and collect. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, chez Deliveroo, la commission n'est pas un sujet. La commission aussi, il faut la faire varier et on ne traite pas tous les partenaires de la même façon. Une personne qui va faire un prix moyen à 12 € sur la plateforme, bien évidemment, on va avoir très très peu de marge de manœuvre pour aller moduler cette commission par rapport à un partenaire qui va aller chercher des hauts paniers moyens, des hauts tickets à 45, 50 €. Donc, il y a, bien évidemment, les portes sont toujours ouvertes pour les discussions, pour s'assurer qu'on réponde aux besoins du partenaire, mais aussi aux besoins de Deliveroo sur la plateforme et donner les meilleures recommandations sur ces sujets-là. Et en termes de segments, donc, quels sont les restaurants qui vous ont récemment rejoint? Quelle dynamique vous voyez? Quel type de restauration est plus livré aujourd'hui qu'hier? Alors, en termes de segments, il faut savoir qu'il y a un nouveau business qui est apparu, c'est les courses, on pourra en parler par la suite, qui viennent complémenter et qui sont purement incrémentaux par rapport aux besoins de se restaurer à midi ou le soir ou en late night. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est sur de l'incrémentalité pure. Deuxième segment qui est sous-développé aujourd'hui en France, on trouve, hein, et c'est dommage, et sur lequel il y a un réel besoin de la part de nos consommateurs, c'est qu'on retrouve toujours, et souvent, les pizzas, burgers, sushis, peu importe l'ordre. Il y en a beaucoup, il y a pléthore d'offres. Alors oui, ça c'est un smash burger et celui-là il n'est pas smash, mais ils savent tirer leur épingle du jeu sur les plateformes. Il y a la restauration française. Et quand on prend des concepts, je vais citer une marque, Bouillon Service, par exemple, Bouillon Service a réinventé ce qu'ils faisaient en restaurant pour le mettre en livraison. Et donc une des questions tout à l'heure, c'est quel est le pourcentage de leur carte qui est aujourd'hui en livraison? C'est vraiment une carte qui est beaucoup plus réduite. Il n'y a pas la soupe à l'oignon parce que ça se transporte un peu plus difficilement. Mais il y a l'œuf mayo, il y a ce genre de choses-là. Et ils ont réellement réussi à convaincre le consommateur avec une offre ultra agressive sur le pricing. Quand vous faites un bouillon service, je pense que le ticket moyen est raisonnable. Pas forcément trop décorrélé de ce que vous avez en restaurant. Et puis surtout, ils ont compris une chose, c'est que chez les agrégateurs, chez les plateformes, ce qui est important, c'est le temps de préparation. C'est toute la mécanique, m'assurer que le temps de préparation de ma commande soit là. C'est du froid. C'est du froid et donc c'est vous-même, consommateur, qui allez réchauffer à la maison avec un petit menu ludique pour vous expliquer comment mettre le four micro-ondes. Et donc, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Donc, la cuisine française est sous-exploitée aujourd'hui, sous-développée sur l'ensemble de la France. Et donc, il y a clairement quelque chose à faire par rapport à ça sur le marché. Donc ça, c'est pas une dynamique, mais c'est plutôt ce que vous imaginez comme prospective. Et sur les 2 dernières années, c'était le burger, le sushi, c'est toujours ça qui est leader. On a vu l'exotisme notamment, par exemple. L'exotisme qui performe très bien. On est sur du poulet coréen qui a des super tendances aussi. Le poké, mais c'est pas nouveau. La cuisine vietnamienne qui a toujours le vent en poupe. Et pas mal de choses qui sont assujetties au climat et au temps là-dessus. Alors pour poursuivre sur la révolution de la livraison et notamment les modèles dont vous parlez tout à l'heure, il y a on n'a pas encore abordé le sujet, c'est Dark Kitchen. Deliveroo, vous accompagnez les restaurateurs sur ce sujet en créant des cuisines, c'est ça, partagées, on est d'accord? Vous allez nous en parler. Deliveroo peut-être d'abord. Comment vous abordez cette stratégie? Donc, vous avez décidé de vous y mettre et de proposer donc ce service aux restaurateurs. Comment ça fonctionne concrètement en termes de commission, en termes d'organisation? Et est-ce que la tendance est en plein boom ou pas? Je crois qu'à l'heure actuelle, vous êtes à combien de cuisines? 4 cuisines, donc c'est pas non plus... 4 cuisines de 10 à 12 cuisines dans la cuisine partagée. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc à chaque fois 10-12 marques.
Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne, comment vous travaillez en partenariat avec ces restaurateurs. Et finalement, la question aussi, c'est pourquoi ça ne se développe pas plus rapidement que ça. Parce que 4, c'est pas énormément, puisque la première a ouvert quand même il y a 2-3 ans, c'est ça? Même un petit peu plus. Voilà. Je suis très content qu'on ne parle pas de dark kitchen, parce qu'il y a réellement des femmes et des hommes derrière. Et sans doute que les standards de HACCP, hygiène ou autres sont encore plus regardés, du moins de notre côté, par rapport à nos partenaires qui sont à l'intérieur, puisqu'on a des réelles équipes qui sont là pour constater tout ça. Quand on utilise le terme dark kitchen, c'est vrai qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi. Donc nous, ce sont nos cuisines éditions. Aujourd'hui, il y en a 4 en France, principalement sur la petite couronne parisienne. Pourquoi la petite couronne parisienne? C'est une question, et pas en cœur de Paris. C'est pour répondre à une pauvreté, je mets des guillemets, de l'offre de restauration qui est disponible dans un rayon et dans une zone de chalandise. Le consommateur va vouloir retrouver son concept purement parisien, mais il habite à Agnières-sur-Seine, il ne va pas pouvoir le commander. Et donc justement, Courbevoie, Bagneux, Saint-Ouen, aujourd'hui, et Aubervilliers, qui sont nos 4 emplacements, pour répondre à ça justement, dans lesquels il faut quand même chercher une certaine densité de population. Le risque aussi à les mettre dans Paris, c'est ce qu'on voit dans les dark stores, c'est ces nuisances sonores, où le fait, et les mairies sont vraiment anti ça, de créer des villes qui sont fantômes. Nous-mêmes, dans nos cuisines éditions, on choisit des zones qui sont industrielles ou semi-industrielles pour justement essayer de coller au mieux aux demandes des mairies, des riverains qui marchent dans cet écosystème-là. Sur la partie édition, pourquoi ça prend du temps à développer? Parce qu'il faut trouver justement ces emplacements. Ça nécessite des investissements assez colossaux, puisque c'est Deliveroo qui prend la responsabilité des cuisines. Le modèle, c'est un modèle commissionnable des partenaires, donc c'est une commission supérieure à la commission traditionnelle de Deliveroo, parce que c'est le seul coût, il n'y a pas d'autres coûts supplémentaires. La marque arrive clé en main avec la cuisine installée, les équipements nécessaires et sa chef pour opérer le tout, et on met à disposition technologie, personnes pour s'assurer que ça se passe du mieux possible. On va se développer sur le reste de la France incessamment sous peu, donc on arrivera sur les grandes villes françaises très bientôt, parce que c'est un besoin et ça fait partie de notre développement technologique et de différenciation sur le reste de la France. Et le type d'enseignes qui sont présentes pour l'instant ou sur les projets à venir, c'est des grandes enseignes, c'est plutôt des petits concepts, c'est un mélange vraiment... En fait, c'est pas une question de taille d'enseigne, c'est plutôt de diversité de cuisine. On souhaite pouvoir répondre aux besoins des consommateurs sur la plateforme. Et donc, s'il y a 10 burgers sur les 10 cuisines, ça ne va pas marcher, ça va créer de la concurrence qui ne va pas forcément être bonne. Et on veut surtout un certain volume pour que ce soit rentable aussi pour le partenaire qui opère cette cuisine-là. Donc, on va chercher cette diversité et on va chercher les marques qui marchent bien, qui parlent aux Français, qui parlent aux consommateurs, pour aller mettre tout ça dans ces cuisines. Qui sait, peut-être un jour, Street Bangkok sera là, ou d'autres marques. J'allais poser la question, donc je ne sais pas quel avis vous avez sur ce nouvel univers, entre guillemets. Donc apparemment, vous n'êtes pas dans les cuisines de Deliveroo déjà. Est-ce que vous avez votre propre dark kitchen ou marque virtuelle, ou alors est-ce que c'est dans les cartons, ou est-ce que c'est pas du tout votre façon de fonctionner? Voilà. Quelle est votre position chez Street Bangkok sur ce sujet de cette nouvelle restauration fantôme, comme on appelle ça? Déjà, je rejoins sur le mot dark qui est pas super cool pour les gens qui y travaillent. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs types de dark kitchen. On voit beaucoup d'acteurs. On a les acteurs comme Deliveroo qui mettent à disposition leur cuisine pour des marques physiques qui existent déjà. On a des dark kitchen avec des marques digitales qui n'existent pas physiquement, et plus difficile pour moi, je pense. Et on a des acteurs purement immobiliers qui achètent des lieux et finalement qui louent leurs emplacements. Notre positionnement dessus, il est un peu complexe et difficile dans le sens où finalement 100% de votre business est basé sur de la livraison. Donc il faut être costaud au niveau PNL pour en sortir quelque chose. Donc nous, on a commencé finalement à en avoir on a un petit restaurant finalement à Levallois qu'on a exploité en cuisine de livraison avec quand même du takeaway. On était ultra satisfait, parce que c'est quand même une bonne clientèle dans l'ouest parisien. Mais je pense qu'il ne fallait pas se priver non plus du takeaway. Finalement, il ne faut pas se priver non plus du client qui peut rentrer et sortir. Donc c'est ce qu'on appelle la light kitchen Moi, j'appelle ça un restaurant sans salle. Voilà. C'est pas très nouveau. Les boulangeries font ça depuis longtemps. Mais
finalement, pour nous, c'était un restaurant sans salle, 100 mètres carrés avec de la salle. Mais je trouve que c'est dommage d'aller se priver du takeaway, c'est dommage d'aller se priver du client finalement qui va venir chercher à manger sans commission. J'ai beaucoup plus je trouve ça beaucoup plus dangereux, les marques digitales basées sur la livraison à 100%. Je trouve que quand même, il y a un aspect avec la nourriture, c'est quand même, on va avoir tendance à commander une marque qu'on aime bien. Une marque qu'on aime bien, on reste dans la restauration, il faut quand même la sentir, j'ai l'impression quand même. Il faut quand même l'avoir vu quelque part, l'avoir cherché sur Internet, avoir passé un peu de temps. Donc j'ai mis un peu de réserve sur les marques digitales. C'est quand même long à prendre et il y a quand même un aspect derrière qui est compliqué. Voilà. Après, sur Deliveroo, venir chez eux, chez Edition, bon, c'est dans les tuyaux. Ça dépend après de pas mal d'autres choses. Mais effectivement, ça peut être pas mal parce qu'on est sur un modèle où on sait que la clientèle est là, parce que finalement, c'est eux qui la drivent avec leur site. Et on est sur un modèle où ils s'occupent de pas mal de choses. Donc nous, on vient avec notre cuisinier, voire manager, et on est sur un modèle qui peut être intéressant. Mais un modèle 100% basé sur la livraison, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux de baser 100% de son chiffre d'affaires sur une commission. On a tendance chez nous à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier quand même sur ce genre de modèle. Et voilà. Et puis après, il y a l'histoire de l'image. C'est est-ce qu'un jour vous voulez devenir une marque qui est considérée que sur de la livraison. Donc voilà un petit peu. Mais nous, on s'interdit rien, mais on aime bien les modèles avec au moins 2 canaux. Ouais, et dont la convivialité et le contact avec le client pour sentir aussi vous ce qui se passe, quoi. Voilà. On est sur un vrai modèle de fast casual, donc on a du service limité, mais on est quand même sur un modèle où la nourriture, quoi qu'il arrive, est meilleure quand elle sort des cuisines. On va pas se le cacher, une cuisine de wok, une cuisine de friture, une cuisine avec des fours à canard, c'est meilleur quand ça arrive devant nous. Et puis c'est quand même cool d'avoir une transparence sur les cuisiniers qui cuisinent devant vous. Donc effectivement, oui, c'est pas la même chose d'aller dans un restaurant et de voir la cuisine ouverte et de voir comment ça se passe. Mais oui, moi je préfère quand même un modèle basé sur 2 canaux, voire 3. Donc au minimum le takeaway. L'hybridation dont on parlait aussi tout à l'heure. Ouais. D'apporter au chiffre d'affaires finalement un chiffre d'affaires non commissionné. C'est intéressant, ça quand même mettre un peu de beurre dans les épinards pour nous. Tout basé sur la livraison, sur des marques 100% digitales, compliqué. Je vois beaucoup de marques ou de dark kitchen qui se sont créées avec du mexicain, de l'indien, du vietnamien, fait par les mêmes cuisiniers. J'ai un peu de doute sur l'authenticité du savoir-faire. Parce que finalement, on se rend compte qu'au début, on va créer une dark kitchen sur plusieurs thématiques et finalement, on se rend compte le cuisinier, il faut l'amortir, il faut qu'il fasse un peu de synergie. D'un coup, tu fais une pizza, de l'autre côté, tu vas faire un âne. Ça peut être un peu plus complexe. En fait, nous, on voit ça comme un très fort levier, un beau levier de développement si on est sur des zones où elle n'existe pas aujourd'hui en termes de restaurants et qu'on veut s'étendre en franchise ou ouvrir quelque chose. C'est toujours long de trouver des partenaires franchisés, d'ouvrir un restaurant, de construire, etc. Là, si on prend l'exemple, je ne sais pas, Édition, ils sont à Bagneux par exemple ou à Aubervilliers. Aubervilliers, nous, on n'a pas de restaurant qui livre là-bas aujourd'hui. C'est un moyen rapide, digital, d'augmenter sa zone de livraison sans avoir à investir beaucoup et de faire connaître notre marque aux clients pour que dans le futur, si on arrive, on sera connu et on pourra donner une expérience sur place. Par contre, comme dit Norman, faire de ça une stratégie de démarrage pour une nouvelle boîte, nous, on ne voit pas ça comme quelque chose de très intéressant. Alors, parmi les grandes révolutions de la livraison, c'est un sujet un peu à part, mais c'est important d'en parler, la RSE. Comment vous tenez compte de cette problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui se renforce avec une législation également plus forte? Est-ce que c'est dans votre ADN chez Street Bangkok? Et puis, Deliveroo, comment vous accompagnez les restaurateurs aujourd'hui à être de plus en plus éco-responsables et également sur la partie sociale finalement? Les 2 volets sont aujourd'hui en pleine réflexion dans la restauration. Déjà, chez nous, la RSE, il y a 2 voies. Il y a déjà la voie d'être une marque exotique et être en même temps RSE. Finalement, c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui en étant une marque asiatique. Est-ce que déjà vous êtes une marque RSE? Il faut se poser la question. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est miser tout sur le savoir-faire plus que sur l'importation aujourd'hui. D'être un peu ce qu'on disait, c'est sur la voie Marco Polo. Finalement, on n'importe que les épices et finalement, on utilise les produits locaux frais
à disposition. Donc on dit que finalement une marque asiatique, aujourd'hui, je pense qu'elle doit plus faire de l'importation de légumes ou d'herbes par avion, mais finalement apporter un savoir-faire asiatique, qui est une façon de mariner, saumurer, cuire, etc. Donc ça, c'est une première voie pour nous qui est importante, c'est de se dire finalement, vous pouvez très bien faire des nouilles sautées avec des légumes français, européens. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'on essaye de pivoter, et aussi l'addiction à la protéine. Donc d'essayer d'en sortir un petit peu ou d'avoir finalement quelque chose d'autre. Pas très compliqué sur une cuisine asiatique parce que vous avez quand même des bases qui sont végétariennes. Concernant le packaging, c'est problématique. Pas se le cacher, la consigne, ça monte. J'attends le premier acteur qui va réussir à le faire vraiment. Parce qu'on ne parle pas de 3 plats qu'on livre tous les jours quand même. Quand on se rend compte, c'est quand même... sur un restaurant, on est peut-être à 150, 200, voire 300 plats parfois dans une soirée livrée. Donc finalement, oui, on est tous passés au papier, on est tous passés au carton, super quoi. Mais il n'y a plus de plastique, heureusement. Mais sur cet aspect-là, il y a du boulot. Et alors, comment vous voyez les choses chez Deliveroo vous allez vous mettre en place une consigne pour les restaurateurs? Non, donc nous de notre côté, bon, la RSE c'est un vaste sujet qui est très important. On a un fonds qui est dédié pour penser à co-construire tout ça. On ne le fera pas tout seul, c'est une évidence. C'est l'industrie qui réussira à bouger les choses avec nos concurrents. Et c'est là qu'il faut réussir à s'unir. Il y a plusieurs initiatives qu'on a lancées dès l'année passée, même un peu avant, avec Berpac, qui est un acteur français. Il y a 2 choses qu'on peut voir dans le packaging, c'est à la fois le réutilisable et le recyclable. Dans le réutilisable, Berpac, qui avec Mon Bento, a fait des consignes sur lesquelles on a une centaine de restaurants sur Paris qui l'utilisent, à Lyon, à Clermont-Ferrand aussi, pour rentrer dans un circuit de réutilisable. C'est compliqué parce qu'il faut qu'un grand nombre de restaurants puissent y participer pour qu'il y ait un réel cercle vertueux qui soit fait. Il y a l'histoire de la plonge aussi. Il y a pas mal de thématiques dans ce sujet. Mais c'est clairement, il va falloir qu'on bouge avant que ça nous tombe dessus. Et encore une fois, l'ensemble de l'industrie. Donc ça, c'est le réutilisable. Il y a aussi du recyclable. Donc Berpac a été racheté par End Repeat, qui est une société suédoise, qui est sur le recyclable et avec des QR codes pour incentiver le consommateur final à remettre ses contenants dans les bonnes poubelles pour aller ensuite avoir du voucher, pouvoir les réutiliser dans le restaurant et repasser une commande. Et je pense que ce sont des bonnes actions. Donc on est en partenariat avec cette société-là pour vraiment accélérer là-dessus. Il y a aussi un autre sujet. Pardon Norman, tu voulais dire quelque chose? Non, juste... je crois beaucoup au recyclable comme toi, avec des incentives finalement à trier. Le problème avec la consigne, c'est on a essayé des micro-tests. C'est le problème d'hygiène en fait, que quand vous utilisez finalement un contenant à réutiliser, c'est finalement comment il a été lavé, qui est la responsabilité si on a un client malade derrière. Finalement, et on s'est même fait stopper par toutes les vétérinaires de Paris sur les points de vue sanitaires, parce que à qui revient la responsabilité de mettre de la nourriture dans un contenant qu'on ne sait pas où a été lavé. Donc ça, c'est un vrai point de comment c'est lavé, comment, etc. Qu'est-ce qu'on utilise des produits qui permettent de bactéricides, finalement, d'éliminer les bactéries. Donc voilà, donc c'est vraiment très complexe, je pense, aujourd'hui, entre le volume, finalement, et la partie hygiène. Et je crois vraiment au recyclable, c'est finalement quelque chose d'intéressant avec une incentive par nous ou par la plateforme, finalement. Et donc, sur la deuxième brique, on est sur le côté verdissement aussi de la flotte. Je pense qu'on entend souvent les scooters qui peuvent passer. Il faut savoir que c'est une règle qui va être regardée davantage. Et à horizon 2030, plus de thermique en France dans le monde de la livraison. 2030, c'est demain. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça? On n'a bien évidemment pas attendu ça, parce que ça fait partie de la culture de notre entreprise, de chercher à nouer davantage de partenariats pour les partenaires livreurs, à avoir des réelles économies en passant sur une flotte beaucoup plus verte, des vélos électriques, des scooters électriques, dans cet élan-là. Mais il va falloir accélérer, pour ne pas faire de jeu de mots, encore plus rapidement dessus, parce que c'est un besoin. On connaît les nuisances que ça peut apporter, en plus de la pollution et autres. Donc ça, c'est sur le côté verdissement des flottes, qui est aussi un sujet critique. Et dernier point en termes de révolution, c'est quelque chose qu'on voit sur le salon là, je l'ai vu au moins sur un des stands, c'est casier. Est-ce que vous les voyez arriver dans la restauration?
casiers dans lesquels, d'un côté, le restaurateur met les produits qui restent au chaud, que le livreur ou le client récupère de l'autre côté. Alors vous allez dire que, encore une fois, on perd le côté du lien avec le client. Donc chez vous, c'est peut-être pas dans votre stratégie, dans votre ADN, mais est-ce que globalement, c'est quelque chose qu'on va voir se développer dans certaines restaurations pour peut-être justement éviter tous les problèmes de la livraison, que sont la gêne à la clientèle à l'intérieur, que sont aussi ces livreurs qui attendent dans le froid, etc. Enfin, voilà. Quel est votre avis sur cette nouvelle technologie, puisqu'on est sur le salon Food Hotel Tech? Finalement, là, on est dans la technologie pure de ces casiers avec des QR codes et avec tout un système derrière qui permet de faciliter le process de la livraison. Enfin, plutôt du click and collect, mais également de la livraison. Est-ce que vous travaillez avec certains gens avec des casiers chez Deliveroo, par exemple? Mais peut-être d'abord Street Bangkok, oui. Je pense que les casiers, c'est un gros bordel, mais je pense que c'est une étape à rajouter en plus à notre staff pendant le rush. Donc, je ne parlerai pas de casier, mais je parlerai plutôt de cuisine, finalement, un peu comme dans les gares. On peut voir aux Pays-Bas où finalement on vient mettre de la nourriture. Et tout ça, j'y crois plus, mais finalement, on est vraiment sur de la restauration déshumanisée. Le casier pour le livreur, pour moi, c'est le problème, c'est pas le flux, etc. C'est pas le casier, le problème finalement, c'est le livreur qui arrive devant le restaurant. Donc, effectivement, c'est un souci pour le client qui est dans le restaurant, mais c'est aussi un gros souci pour la personne qui habite au-dessus. Donc, non, mais surtout pour la personne qui habite au-dessus. Aujourd'hui, quand vous achetez un nouveau local, vous avez la mairie qui vous pose beaucoup de questions sur la livraison. Donc, je ne pense pas que le casier va éliminer le livreur. Donc, il va peut-être permettre de fluidifier, et encore, je mets des guillemets, le pick-up. Je pense que pour fluidifier le pick-up, il faut vraiment qu'un restaurant, quand vous fassiez votre plan, maintenant, il faut qu'il y ait 2 entrées, une client, une livraison. Ça me semble primordial, d'avoir un endroit pick-up que pour la livreur et voir un espèce de tableau digital qui appelle quand la commande est prête. Ça, je pense que c'est plus intelligent qu'un casier. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème que rencontrent les restaurants de centre-ville, c'est la copropriété. Tout le monde veut se faire livrer, mais pas en bas de chez lui, quoi. Donc, aujourd'hui, hier, on était sur le restaurant du Canal Saint-Martin. Il y avait 15 à 18 livreurs qui attendaient devant la porte. Donc, le client sur place, une fois qu'il est à l'intérieur, il est à l'intérieur. C'est bon si vous avez différencié le flux, mais la personne qui est au-dessus, compliqué. Et je pense que là, on est sur un problème, mais genre énormissime. Je dis, c'est que... Qui ne concerne pas que la restauration, mais l'aménagement du territoire, les villes, tout, la politique. Nous, on voulait acheter aujourd'hui un restaurant à Vincennes. La première question, c'est est-ce que vous faites de la livraison? Et quand vous êtes en face du château, etc., quand vous faites de la livraison, non, ça ne plaît pas. Donc c'est un problème. Je pense que Deliveroo travaille à des zones blanches où finalement les livreurs peuvent attendre. Ils réfléchissent à beaucoup de solutions finalement de pick-up, mais on est face à quelque chose d'important, je pense. On parlait des ghosts. Donc effectivement, tout le monde veut se faire livrer, mais personne ne le veut en bas de chez lui. Compliqué. Votre avis chez Deliveroo sur ce sujet, de cette casier, comptoir dans la rue, en termes d'aménagement du restaurant, quelle est selon vous, avec l'expertise que vous avez, la meilleure des solutions à mettre en place? Et est-ce que ces casiers ont de l'avenir? Sur le sujet des casiers spécifiquement, je pense qu'il n'y a pas réellement de sujet pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde. Pas qu'on ne voit pas d'avenir, hein, loin de là, mais ce n'est pas une priorité dessus. Sur l'aménagement, bien évidemment, on travaille en étroite collaboration avec les mairies, mais il y a une grosse fragmentation aussi, parce que la mairie du 18 veut ça, la mairie du 17 veut ça. Sur Paris, la mairie du 16, elle est sur une autre demande. On essaye des choses, donc je pense que c'est comment on peut mieux accueillir ces partenaires livreurs, comme on peut le faire dans nos propres sites édition, parce qu'on a la capacité, on a la place pour, un verre d'eau, des chargeurs pour leur téléphone qui sont importants. On peut même penser à des bornes pour leur vélo demain quand on est à 100% vert et pour s'assurer qu'il y ait tout ça. Mais ça n'enlèvera pas le fait qu'il y ait 500 commandes ce soir chez toi et donc qu'il y ait besoin de partenaires livreurs. C'est comment tu peux optimiser l'ensemble des flux et en faisant en sorte que ça ne dérange pas les riverains. Je pense que la nuisance sonore du thermique va permettre de faire bouger les lignes par rapport à ça sur ce côté-là. Et nous, c'est un sujet qui est clé et sur lequel on travaille.
Bien, parfait, il est 17h pile, on est dans le timing, mais on a quand même un peu de temps. S'il y a des questions à ces messieurs, si vous avez des questions particulières, eh bien voilà, parfait. Pour rentrer un peu plus sur certains détails ou élargir. Bonsoir à tous les trois. Je m'appelle Robin, je suis restaurateur. Déjà, j'adore ce que tu fais chez Street Bangkok, donc bravo, merci beaucoup. Client de la première heure chez Deliveroo. Je voulais parler du dernier sujet qu'on vient d'aborder, justement sur voir un petit peu les solutions qui peuvent être mises en place pour accueillir finalement ce phénomène de société des livreurs dans la ville. On parle de l'attente, mais on parle plutôt de la période de rush. Mais qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire justement dans les périodes d'attente, que ce soit par rapport au voisinage, mais aussi par rapport à comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps libre pour d'autres choses, l'amélioration de l'expérience client, l'éducation des gens aussi. Enfin, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez prendre en compte et comment est-ce que vous le prenez en compte? La stratégie chez Street Bangkok aujourd'hui, finalement, c'est de prendre des lieux plus grands pour nos restaurants, parce que finalement, on est sur des lieux avec du omnicanal et penser une zone d'attente à l'intérieur du restaurant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on envisage. Donc, forcément, on sacrifie un peu de place assise, mais imaginez une zone d'attente livreur-client. Finalement, c'est très important aussi d'avoir une bonne relation avec les livreurs, parce que ça peut être des moments un peu chauds parfois avec les équipes. Et finalement, ils ont besoin de créer une relation qui est importante. Et des fois, ça peut éviter toute forme de stress. Donc je pense qu'il faut qu'un restaurant moderne, bien sûr qui peut se le permettre sur la taille de restaurant, imagine une quinzaine, vingtaine de mètres carrés liés à l'attente. Ça, c'est clair, ou la commande, ou l'attente, et permettre aux livreurs, si on peut, de venir patienter à l'intérieur du restaurant. Alors, imaginez canapé, chaise, distributeur d'eau, quelque chose comme ça. Et même pour les clients, finalement, dedans. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur ces sujets-là. Et finalement, d'avoir une salle qui est vraiment beaucoup plus loin, ou vraiment à l'autre bout, où finalement, on a deux expériences à l'intérieur du restaurant. Bien sûr, ça ne se permet pas sur tous les restaurants. Mais nous, aujourd'hui, c'est notre stratégie d'accéder à des sites plus gros. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour aussi notre personnel, parce qu'on a besoin de construire des cuisines plus performantes. On a besoin de mettre une ou deux friteuses de plus, on a besoin de mettre des woks supplémentaires, on a besoin de mettre des zones de repos pour nos équipes. Donc on a besoin d'avoir des lieux finalement plus confortables avec ces zones d'attente. C'est un vrai travail qu'on fait. On va venir mettre un canapé, deux canapés et permettre aux gens d'attendre dans la bonne humeur. Et d'éviter qu'ils attendent dehors. Donc voilà un petit peu notre stratégie. Bien sûr, c'est une stratégie coûteuse d'investissement. Et voilà, mais sur les prochains sites, c'est ce qu'on essaye de faire. Et de notre côté, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi il y a de l'attente. Et je pense que c'est un sujet clé, et c'est pas pour lancer la pierre aux partenaires restaurateurs. Je pense aussi qu'on a notre part à jouer dedans. Donc il y a de l'attente peut-être parce que il y a du stress en cuisine pour X ou Y raison, parce qu'on est sur une stratégie omnicanal. Il y a de l'attente parce qu'il manque du staff et des employés. Il y a de l'attente parce qu'on est sur un monde ultra dynamique et qu'il pleut et que finalement on se fait éclater alors qu'on aurait dû faire beaucoup moins de commandes en livraison. Donc il y a plusieurs facteurs, mais il peut y avoir de l'attente parce que notre algorithme qui va envoyer à un instant T le livreur et il va lui faire la requête n'est pas optimisé et doit continuellement être optimisé en fait par les flux, par tout ce qu'on voit, qui est très dynamique. Et je dis pas qu'on est les meilleurs du monde là-dessus. Oui, on est une société tech. On regarde constamment comment on peut optimiser cet algorithme pour éviter l'attente, parce que le livreur déteste l'attente autant que le restaurateur déteste l'attente et autant que le client final. Donc sur le sujet d'attente, je pense qu'on a, nous, une meilleure recommandation à faire à vous, restaurateurs, en disant est-ce que tu es sûr qu'il faut mettre ce plat dessus? Parce que je vois que ce plat, quand tu le mets, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Norman, tu mets les best-sellers, marge, mais aussi temps de préparation. Et temps de préparation qui est un facteur important sur comment le restaurant va ensuite ressortir sur les algorithmes et à quel moment on envoie le livreur. Donc il y a un sujet qui est chez nous, il y a un sujet qui est chez les partenaires, chez les partenaires restaurateurs également. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des restaurants qui sont passés sur la livraison, la plupart ont été créés avant la livraison ou pendant. Je pense qu'aujourd'hui, les restaurants ne sont pas dessinés pour absorber la livraison. Je pense qu'il faut plus de matériel, il faut plus de confort pour que dans des moments de pic, on puisse avoir une masse salariale adaptable à répondre plus vite aux demandes. Parce que finalement, ça ne sert à rien de rajouter quelqu'un si vous pouvez le mettre nulle part. Donc je pense qu'aujourd'hui, les restaurants ne sont pas designés pour recevoir la livraison. Donc je pense que si vous vous lancez dans la restauration aujourd'hui,
posez-vous sur un aménagement de votre restaurant qui prend en compte ce business model. Aujourd'hui, on n'est plus sur je vais avoir un cuisinier du lundi au dimanche. On peut avoir un cuisinier du lundi au vendredi et 10 cuisiniers le dimanche soir. C'est possible, ce genre de choses. Et imaginez mieux votre cuisine, mieux vos envois pour répondre à ce genre de demande. Nous, c'est ce qu'on a vu. C'est beaucoup de frais, mais il faut mieux les imaginer avant que changer vos restaurants. Mais c'est mieux d'avoir finalement aucune attente. Que quand un livreur arrive, on tend le sac et ça va vite. Mais je pense qu'il faut revoir la façon dont on design les restaurants aujourd'hui si la livraison fait partie de votre modèle. C'est juste si, parce que ça risque d'être des frais engendrés qui non nécessaires. Mais en tout cas, il faut complètement revoir, je pense, comment on aborde le modèle, beaucoup plus sur une thématique de revenu management, qui est comment on répond aux revenus dans des moments différents de la semaine. C'est-à-dire le dimanche soir, il ne faut pas la même équipe, il ne faut pas le même nombre de matériel que le lundi. Voilà. Flexibilité. Est-ce qu'il y a une autre question avant de libérer? Non, c'est bon. Personne n'a... Merci beaucoup d'être resté pour cette dernière conférence de la journée. Merci encore au Salon Food Hotel Tech pour ce partenariat, cette invitation et bravo pour ce succès, ce nouveau succès. On était ravis d'être partenaires également de ce salon. Nous concernant BRA Tendance Restauration, on a un stand juste devant. Et si vous y allez, vous donnez votre carte à Hilaria et vous aurez 6 mois d'abonnement gratuit si ça vous intéresse pour redécouvrir notre magazine les 6 prochains numéros. Voilà, merci à vous.